Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième atelier de la ATF sur la transition écologique. Nous avons effectivement organisé un premier atelier, une première séquence en février dernier sur la transition écologique des territoires. Et l'objectif de ce cycle d'ateliers est de vous apporter des réponses et des solutions techniques face aux enjeux de la transition écologique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez pointu, mais qui touche beaucoup de territoires urbains, la problématique de résorption des îlots de chaleur urbains. Pour vous présenter cette séquence, elle sera co-animée entre Philippe Labro du cabinet Écologie Urbaine et bien sûr par Nadège Battista, notre membre du bureau de la ATF, qui coordonne pour le national l'ensemble de ce cycle d'ateliers. Bienvenue Nadège, bienvenue à tout le monde. Je te donne la parole. Le micro, Nadège. Merci Sandra et bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Nadège Battista, je suis préfète déléguée à l'égalité des chances pour la Seine-et-Marne, mais également membre du bureau de la ATF, comme Sandra le soulignait. J'ai exercé à la métropole du Grand Paris, dans le champ de l'aménagement, et j'ai rencontré à cette occasion la thématique des îlots de chaleur urbains. Alors on dit également ICU, un nouvel acronyme, qui parle énormément avec le changement climatique qui a tendance à renforcer cette tendance. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner des clés qui passent par des solutions à la fois écosystémiques, scientifiques, mais également techniques et participatives. Et nous avons, pour nous présenter ces solutions, des invités qui ont des compétences tout à fait complémentaires et que je vais vous présenter. Donc 4 intervenants. Julien Bouillet. Bonjour Julien. Vous êtes chercheur au CEREMA depuis 2010. Vous êtes basé à Nancy. Vous étudiez la climatologie urbaine et vous préconisez des solutions qui sont plutôt en lien avec l'aménagement et avec la végétalisation de la ville. Et vous conduisez en la matière plusieurs projets de recherche. Alors j'aurais une question à ce stade, Julien. En quelques mots, qu'est-ce que pour vous les îlots de chaleur urbains ? Bien, les îlots de chaleur urbains, bonjour à tous avant tout. Les îlots de chaleur urbains, je pense que je vais y revenir tout à l'heure, mais voilà, c'est un phénomène qui ne date pas d'hier. On travaille dans la communauté scientifique dessus depuis quand même quelques décennies, mais effectivement, c'est un phénomène qui touche les villes, d'échauffement des villes, dont on entend parler depuis plus fréquemment depuis quelques années, vis-à-vis justement des actions qu'on a menées par rapport à l'adaptation. Donc voilà, on va dire qu'il y a un effet de mode, mais c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. Très bien, merci Julien. Alors, c'était en plus d'une phrase, hein, mais merci pour cette vision des îlots de chaleur urbains. Donc, nous avons également avec nous Adrien Combe. Bonjour Adrien. Donc, vous êtes ingénieur urbaniste. Donc, vous êtes passionné par la ville, l'évolution de la ville, l'adaptation. Vous étudiez également le changement climatique et vous réalisez donc au quotidien des diagnostics, vous préconisez des solutions pour lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur urbains, et notamment dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Donc, vous avez notamment traité Bastia, Carpentras, Cavaillon, Morlaix, donc vous avez fait vraiment le tour de France. Voilà. Adrien, donc qu'est-ce que pour vous l'enjeu des îlots de chaleur urbains ? Bonjour à tous aussi, tout d'abord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vois les îlots de chaleur urbains comme un levier d'action dans l'adaptation au changement climatique, dans la mesure où aujourd'hui, on aborde ce sujet plus sous l'angle d'un risque, du risque et dans l'urgence. Mais en fait, on va voir que c'est un sujet qui remet en cause de manière un peu transversale toutes nos pratiques dans l'aménagement et en ça, je pense que c'est un sujet qui peut être levier pour tout un tas d'autres choses dans l'adaptation au changement climatique. Merci Adrien. Un troisième intervenant avec Céline Ménard. Alors Céline, qui est directrice de la région sud-est de Biotop, un bureau d'études en écologie. Donc Céline dispose plus de 20 années d'expérience en bureau d'études. Elle est spécialisée dans les études institutionnelles avec une dimension participative. Donc elle a accompagné de nouveaux clients que je ne cite pas et réalisé plusieurs analyses en lien avec les îlots de chaleur urbains.
Voilà, bonjour Céline. Bonjour à tous. Qu'est-ce que pour vous, que représente pour vous l'enjeu des îlots de chaleur urbains? Je vais raisonner par analogie et je vais donner plutôt trois notions. Pour moi, c'est l'aménagement urbain avec une notion de déminéralisation des centres et des cœurs de ville. Quelle place on laisse à l'arbre en ville, puisque c'est ce qui est plus efficace, et plus largement à la nature en ville. Très Court, bien. simple, efficace. C'est parfait, les 3 C, court, clair et concret. Merci Céline. Et nous avons un 4e intervenant avec Sébastien Georgis, qui est adjoint au maire d'Avignon depuis 2014 et délégué au patrimoine naturel et culturel et à la qualité de l'espace public. Alors Sébastien est également architecte, paysagiste, concepteur et urbaniste. Donc il est à l'initiative de nombreux collectifs paysages de l'après-pétrole. Vous êtes membre également du Conseil scientifique international de l'ICOMOS. Et puis vous êtes fondateur de l'ONG Volubilis. Mais vous allez nous en parler. Bonjour Sébastien. Bonjour. Est-ce que vous pourrez également nous dire en quelques mots ce que représente pour vous l'enjeu des îlots de chaleur urbains? Oui, l'îlot de chaleur urbain, l'ICU, comme on dit aujourd'hui, c'est vrai qu'en Méditerranée, on le connaît depuis quelques millénaires. Enfin, il existe partout. Je me souviens quand j'étais ado qu'à Saint-Germain-en-Laye, on était dans la neige et on voyait la Défense où il n'y avait pas de neige. C'est-à-dire que cette différence de température, on la connaît depuis longtemps. Et j'ai eu la chance de faire mes études d'architecture au laboratoire architecture bioclimatique de l'école de Marseille-Lumini, où la question d'îlots de chaleur urbain faisait partie de la formation et des travaux de ce laboratoire. Donc c'est une question ancienne et j'apporterai ce regard méditerranéen sur ce phénomène qui prend toute son importance aujourd'hui avec le changement que nous connaissons tous. Merci. Merci Sébastien, et très bien pour ce regard méditerranéen qui va nous changer un petit peu. Alors nous aborderons la séquence en quatre axes, avec tout d'abord une présentation du contexte par Julien Boulier. Nous passerons ensuite sur les diagnostics qu'il est possible de faire dans vos espaces urbains, et puis les solutions que l'on peut y apporter, avant de vous donner quelques clés et des appuis. Voilà. Eh bien, la parole à Julien Boulier pour la présentation du contexte. Merci donc Nadège. Voilà, donc je vais essayer de vous faire une présentation flash un peu sur voilà, ce que sont les îlots de chaleur urbains, pourquoi ils existent, et puis quelles solutions on a pour déjà faire un diagnostic sur nos agglomérations, nos villes qui sont assez différentes. L'approche méditerranéenne, on a des villes du nord de la France. Voilà, on a des outils pour essayer de le caractériser. Donc, slide suivante. Alors déjà, en termes de contexte, ce que je disais tout à l'heure, ce phénomène, on l'étudie depuis la fin du 19e au niveau de la communauté scientifique. Donc, on a déjà progressé sur les connaissances, sachant que les phénomènes climatiques, c'est loin d'être trivial, leur étude. Donc, il y a beaucoup encore de travaux de recherche dessus. Mais on va dire que cette thématique est passée du côté de l'opérationnel et de sa prise en compte justement dans la planification, dans l'aménagement urbain. Et à savoir que dans le dernier plan d'adaptation national au changement climatique, qui date de 2018, on identifie clairement cet enjeu comme justement cible à traiter pour justement adapter nos territoires, sachant que le nouveau plan national d'adaptation, justement, il est plus basé sur l'adaptation que sur l'atténuation. L'îlot de chaleur urbain, on le subit quelque part, donc on est plutôt sur une démarche d'adaptation plutôt que d'atténuation globale avec nos rejets de carbone dans l'atmosphère. Donc, pourquoi on s'adresse à cette thématique de travail? Parce que ça touche le confort des usagers, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Ça touche justement la maîtrise de la demande énergétique, en particulier la climatisation l'été. Ça touche aussi les infrastructures et pas que le cadre bâti. On voit bien, vous avez tous vu des images de voiries, de voies ferrées déformées par la chaleur en été. Et puis, enfin, il y a 4 items là, ce n'est pas exclusif, mais le maintien de la biodiversité, puisqu'il y a des espèces animales ou végétales qui sont touchées par les modifications climatiques en ville et qui perturbent les continuités de ce déplacement d'espèces et d'essence. Donc, slide suivante. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que l'îlot de chaleur urbain? C'est un phénomène climatique on va dire, d'échelle moyenne qui se manifeste à l'échelle d'une
préfère parler d'agglomération urbaine que de ville. Voilà, ça touche les agglomérations par un phénomène d'échauffement de température entre le centre des agglomérations très densément bâties et le milieu rural environnant. Donc, c'est un peu un phénomène global au niveau de la ville. Et pourquoi se manifeste-t-il et quand? On va dire que déjà, c'est plutôt un phénomène nocturne, puisque de jour, on ne va pas trop avoir ce phénomène. Bon, après, il y a des subtilités, mais il va se manifester plutôt la nuit, puisque de jour, le moteur d'échauffement, c'est le rayonnement solaire qui va échauffer la ville et la campagne à peu près de la même manière. Même si les matériaux sont un peu différents, ben voilà, ces deux espaces vont stocker un peu de chaleur. Et c'est la nuit que tout va se passer, puisque vu que la ville est plus densément bâtie avec des matériaux plus artificiels, ils vont avoir une tendance à plus stocker l'énergie et à mettre beaucoup plus de temps à la restituer. Et du coup, la restituer de manière un peu plus lente la nuit, ce qui va faire que la nuit, la ville va être beaucoup plus chaude que la campagne. Donc, slide suivante. Alors, pourquoi J'en ai déjà un petit peu parlé. Il y a 5 grandes catégories de causes. La première, en haut à gauche, sur la petite vignette, c'est les émissions de chaleur anthropique. Donc, la chaleur qu'on émet par nos activités, que ce soit les transports ou les équipements domestiques comme le chauffage, la climatisation, l'électroménager, qui dégagent de la chaleur à l'intérieur du bâti, qui se transmet vers l'extérieur. Et aussi, bon, voilà, les transports, les véhicules, justement à moteur thermique qui rejettent de la chaleur à l'extérieur. Ce n'est pas la cause la plus prégnante, en fait. C'est plutôt dans les autres causes que justement l'échauffement va plutôt être important. Donc, on va dire qu'il y a deux causes dues à la forme des villes. Donc, la ville s'oppose au vent. Donc, vu que c'est un espace plus rugueux, les vents vont être plus faibles et vont permettre de moins libérer la chaleur la nuit. Ensuite, le fait que la ville soit une juxtaposition de canyons urbains, comme on dit dans la communauté, mais voilà, un canyon urbain, c'est des rues avec des bâtiments hauts sur les côtés qui ont tendance à piéger le rayonnement. Et au fil du piégeage, et ben, voilà, dans le profil des rues, l'échauffement se fait de plus en plus intensément. Ensuite, il y a deux causes qui sont plutôt dues à la nature de l'occupation du sol. Alors, vu que la ville est plus artificialisée, on a moins de végétation et moins de possibilités d'évaporer pour rejeter la chaleur. Voilà. Donc, on a des petites vignettes qui vous expliquent un petit peu en détail le rôle des matériaux en bas à droite, c'est-à-dire que voilà, sur un matériau naturel comme la pelouse, sur la gauche, sur l'imagerie thermique, on a des températures de surface bien plus faibles, ce qui montre qu'on a rejeté de la chaleur justement par évaporation. Et puis en haut, c'est ça qui est intéressant, en haut à droite, c'est l'exposition d'une solution comme la climatisation, qui est quelque part une solution d'adaptation, mais pas une solution d'adaptation vertueuse, puisque la climatisation a beau rafraîchir l'intérieur, elle réchauffe à l'extérieur. Là, on voit une imagerie thermique d'un bloc de clim à l'extérieur, on voit qu'il est beaucoup plus chaud que le reste et dégage de la chaleur et puis des gaz à effet de serre d'ailleurs. Slide suivante. Alors, pour faire le lien entre l'îlot de chaleur urbain qui existe parce que la ville existe finalement, et le changement climatique, il y a en fait le lien entre les deux, c'est que les canicules vont augmenter au fil des années. Et plusieurs études montrent que pendant les périodes de canicule, l'îlot de chaleur urbain a tendance à s'intensifier. Si on a par exemple quelques degrés en général, 4 à 7, 8 degrés entre la ville et la campagne pour les villes françaises, eh bien, pendant les périodes de canicule, cet écart ville-campagne va augmenter. On peut voir à gauche l'indicateur justement sur l'augmentation de la fréquence des canicules qui est prédit par les modèles de simulation des changements climatiques. Donc, on a c'est assez petit, mais vous pourrez retrouver ces images sur le site Climat HD de Météo France. Sur le slide, on montre justement l'intensité des canicules qui est représentée par la taille de la petite bulle. Donc là, sur le graphe en haut à gauche, il s'agit de la projection des canicules à horizon 2050 et 2100 pour un scénario optimiste, c'est-à-dire on arrive à maintenir l'impact global en dessous de 2 degrés sur nos modèles socio-économiques.
Et on remarque que en orange, les petites bulles oranges, alors je suis désolé pour les couleurs, pour vos écrans, ça ne se voit pas très bien, mais les petites bulles oranges correspondent au scénario 2050 et les petites bulles roses au scénario 2100. Donc, on voit que pour un scénario optimiste, bon, voilà, on augmente la fréquence des canicules par rapport aux petites bulles kaki, jaunâtres, qui sont le climat passé jusqu'à aujourd'hui. On reste dans les mêmes tendances. On voit qu'on a plus de canicules, mais pas forcément plus intenses. Alors que pour la simulation enfin la projection d'un scénario pessimiste, c'est-à-dire business as usual, on ne prend pas de restrictions en termes d'atténuation, eh bien, on voit que les canicules ont tendance à exploser à horizon 2100, puisqu'en gros, à horizon 2050, tout est joué. Ce qu'on va subir en 2050, en termes de changement climatique, c'est l'impact de ce qu'on a fait dans les années 70. Tout ce qu'on va faire maintenant, on va dire qu'on prépare notre horizon 2100. Et si on ne prend pas des décisions, voilà la projection des canicules qu'on pourra avoir avec des durées de plus de 50 jours de canicules avec des intensités bien plus intenses que ce qu'on a subi en 2003. On ne voit pas bien la bulle de 2003, mais elle est à peu près au milieu de l'axe vertical en termes d'intensité. Sur la droite, on voit justement cette différence par une étude qui a été menée par Météo France, alors qui date un peu. Il y a marqué aujourd'hui 2100, alors aujourd'hui correspond à plutôt 2014, je m'en excuse, mais on voit que les petits histogrammes en gris représentent les nombres de jours d'alerte canicule entre le milieu urbain et le milieu rural, donc assez faibles à l'heure d'aujourd'hui, qui vont augmenter justement à horizon 2100. Et on voit que l'augmentation des jours de canicule est plus importante en milieu urbain, où on a voilà, autour de 16 jours de plus, avec une incertitude de 10 à 24. C'est des modèles, donc il y a des incertitudes, mais la tendance est assez confirmée. On a à peu près 16 jours, alors qu'en milieu rural, on a plutôt 10 jours. Donc on voit qu'en milieu urbain, non seulement déjà, on a le signal global d'augmentation des canicules qui va augmenter, mais en milieu urbain, encore plus. Voilà, pour le contexte. Slide suivante. Et donc, voilà, là, c'était une petite slide pour un petit peu démystifier le jargon auquel on est exposé aujourd'hui. On parle d'îlots de chaleur urbain, donc ICU pour l'acronyme, îlots de chaleur urbain. On parle de surchauffe urbaine, d'îlots de fraîcheur, de microclimat, de confort thermique. Alors, on est peut-être un petit peu perdu avec toutes ces notions. Donc, juste pour vous rappeler au sens vraiment technique et scientifique du terme que l'îlot de chaleur urbain est un phénomène global sur la ville et que par opposition, on parle d'îlots de fraîcheur pour des zones fraîches qui sont plutôt des phénomènes très, très locaux à l'échelle des quartiers. Moi, je n'aime pas trop ce terme, mais bon, il existe, il a le mérite d'exister. Donc, par opposition, en fait, on ne parle pas des mêmes échelles déjà, donc il faut le savoir. On parle de zones de surchauffe. Alors, zone de surchauffe et îlot de fraîcheur, voilà, on peut mettre en regard ces deux aspects. En tout cas, à petite échelle, là, on voit un signal d'îlot de chaleur urbain au-dessus d'une ville un petit peu plus fin. On voit que sur les températures d'air, on peut avoir des zones sur la gauche, par exemple, autour d'un bassin qui peuvent être voilà, différentes du climat à côté, même si on se trouve en milieu périurbain. D'ailleurs, la nuit, les zones proches de l'eau ne sont pas forcément plus fraîches, mais plus chaudes la nuit, ça peut arriver. On voit qu'en milieu urbain dense, on peut avoir des quartiers voilà, qui sont plus frais que d'autres à cause des ombrages, par exemple, ou de la végétalisation. Voilà. Et là, on a vraiment cet aspect de microclimat. Donc, je vais vous expliquer sur la slide suivante comment on peut appréhender tout ça. Donc, le microclimat, là, on touche vraiment l'espace vécu. Et le microclimat impacte le confort thermique, et pas seulement en termes de température d'air, mais aussi d'autres aspects, donc les rayonnements, l'humidité, les vents qu'il faut prendre en compte pour diagnostiquer ce confort. Et là, on utilise plutôt des modèles assez fins, on voit à droite, pour caractériser des écarts de température vraiment à une échelle de l'espace public. Et on utilise des indicateurs de confort, par exemple, qui s'appellent l'UTCI, c'en est un parmi d'autres en bas à droite, justement, qui va faire une moyenne entre le ressenti de toutes ces variables justement qui touche notre ressenti. Donc, slide suivante, c'est les méthodes de diagnostic. Là, alors, merci peut-être Julien. Je propose juste qu'on fasse une pause à cette étape-là. Peut-être effectivement que nos auditeurs ont quelques questionnements, et donc ce sera l'occasion de pouvoir les poser.
Alors on aime bien les notions de canyon urbain, de rugosité du vent, et on se dit que derrière tout cela, il y a de la modélisation extrêmement complexe, avec de multiples paramètres. Donc on se dit qu'il y a quelques mathématiciens experts qui travaillent. Et il est également intéressant de se dire qu'on a une grande prédictibilité. Et finalement, on est en mesure aujourd'hui de savoir ce qui se passera à Marseille en 2050. C'est ce que vous venez de nous dire, Julien. Alors, une petite subtilité, peut-être pas tout à fait. J'ai un petit peu indiqué que voilà, le climat, la climatologie, il y a vraiment une notion d'échelle. Alors, les modèles de changement climatique simulent des échelles très très larges et ne simulent pas la ville. Justement, des travaux de recherche sont en cours pour intégrer la ville dans les modèles de changement climatique très grande échelle. L'étude qui a été faite sur Paris, où je vous ai montré un petit peu des aspects, c'est qu'il y a eu des projets de recherche et des données qui ont permis d'évaluer les choses à échelle 2100, mais ça, on ne peut pas le faire de manière systématique au niveau des villes. Par contre, on peut prédire les îlots de chaleur urbains avec les modèles qui existent, justement, sur nos villes, dans des conditions actuelles ou avec des variables d'entrée qu'on choisit. Voilà. Mais voilà, l'impact des villes sur le changement climatique, c'est encore un peu compliqué. Alors, c'est à nos auditeurs de jouer, parce qu'on leur propose de définir les ICU. Donc, ce que sont les îlots de chaleur urbains. Donc, pour vous, voilà, on vous montrera ce que ça donne en termes de nuages de mots. Alors, peut-être une petite définition, Julien, l'acronyme UTCI, qui représente une unité. C'est Unified Thermal Climate Index en anglais. Ah, merci, bravo. Désolé, mais on va dire que, pour simplifier, c'est une température de confort. Et il y a le U comme unifié, en fait, qui est issu d'études qui sont faites sur plusieurs zones climatiques dans le monde pour qu'on ait à peu près un ressenti calibré entre tous les pays et tous les contextes climatiques. Donc, c'est une température équivalente. Très bien. Voilà, alors Philippe va nous présenter vos réponses sous la forme d'un nuage de mots. Un premier retour de nos spectateurs sur la perception des îlots de chaleur urbaine. Donc, je vous encourage tout le monde à continuer à travailler sur ces nuages de mots qui se construisent en temps réel devant vous. Et on reviendra vers vous à la fin de la séquence pour trouver en fin de compte les meilleures occurrences par rapport à vos... faire l'analogie entre l'occurrence et les idées que vous avez pu émettre. Donc, on peut continuer avec la partie diagnostic, où là, Julien reprend un peu la parole en début de session pour faire une synthèse en compte des outils diagnostiques à disposition pour travailler sur les CU. D'accord, merci. Donc, je suis content parce que sur le nuage de mots, j'ai vu nuit, donc déjà, c'est bien, etc. Donc, Vous aviez soufflé la réponse. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Donc, voilà, donc, j'ai expliqué un petit peu le contexte, que c'était lié au chaleur urbain, très rapidement, le contexte par rapport au changement climatique, les canicules, mais bon, voilà, l'intérêt maintenant, c'est si on veut passer à l'action, mon message, c'est avant de passer à l'action, il faut diagnostiquer ce qui se passe sur nos villes qui sont toutes différentes et avec des juxtapositions de quartiers avec des morphologies différentes, etc. Donc, pour diagnostiquer justement ces points de chaleur, de fraîcheur, eh bien, on a plusieurs outils. Outils assez techniques qui demandent des compétences et qui ne sont pas forcément manipulables sans formation préalable, mais voilà, on va les balayer. Donc, la télédétection, en haut à gauche, c'est une technique, on va dire, non invasive, où on va se servir d'enregistrements soit satellitaires, donc vraiment à distance, où on va voir voilà, un impact de l'atmosphère, etc. Ou alors, on va pouvoir faire des vols avec des capteurs embarqués sur des avions. Là, on va être beaucoup plus bas dans l'atmosphère, on va être beaucoup plus précis. On va, par contre, faire des fauchées un peu limités. En général, c'est quelques kilomètres par quelques kilomètres. Mais la télédétection va vous donner des températures, des températures de brillance, en fait, qu'on vulgarise souvent en température de surface, mais c'est assez peu exact.
faut se méfier un peu de la télédétection, puisque ça fait des belles images, certes, c'est très communicant, mais ce n'est pas forcément l'outil le plus adapté, même s'il y a un intérêt de l'utiliser, pour caractériser les îlots de chaleur urbains. Puisque déjà, pour l'image satellitaire, où on trouve des images gratuitement, hein, c'est bien parce que c'est gratuit, mais la résolution spatiale est assez pas forcément tout le temps intéressante pour ce qu'on a à faire, puisque c'est assez dégradé, hein, c'est quelques centaines de mètres de mailles, et puis c'est des relevés la journée. Alors, pour les aspects nocturnes, on est souvent bien embêté quand on s'en sert d'images satellitaires. Mais bon, voilà, il y a un intérêt justement pour caractériser le confort et l'impact de la morphologie urbaine, peut-être sur les températures de surface. Les simulations, modélisation en haut à droite. Alors, il y a beaucoup d'outils qui existent, puisque comme je vous disais, la climatologie, c'est une histoire d'échelle, et à chaque échelle, chaque modèle finalement. Donc là, on vous montre des images sur des échelles microclimatiques, donc avec des simulations sur des maquettes 2D ou 3D, là à gauche, où on va simuler l'espace public avec beaucoup de variables, mais par contre, voilà, on va être limité à simuler un espace et pas l'îlot de chaleur urbain sur la ville qu'on pourra modéliser là avec des modèles un peu plus larges, alors qui vont être en 2D. On ne va pas avoir la précision du mètre sous la toile tendue, mais on va avoir une idée de comment se répartit l'îlot de chaleur urbain sur toute la ville en termes de température d'air et plusieurs variables. Voilà. Vraiment faire attention quel modèle on utilise pour faire quoi. On veut caractériser le lot de chaleur urbain, on veut caractériser un microclimat à l'échelle d'un espace public. Ce n'est pas les mêmes outils, pas forcément les mêmes compétences non plus. Donc attention. Mais la modélisation, en tout cas, permet de simuler des scénarios. Ce qui est bien, c'est que par exemple, on a un projet d'espace public, on peut simuler des scénarios. Quand on fait des mesures, on mesure l'état actuel. On ne peut pas mesurer du fictif. Donc la modélisation est quand même bien utile. La mesure, donc en bas à droite, alors voilà, il y a deux petites images qui vous montrent de la caméra thermique, des capteurs qu'on peut installer de température sur des candélabres pour caractériser l'îlot de chaleur urbain. Pour caractériser l'îlot de chaleur urbain, c'est plutôt des réseaux de mesures, comme on voit sur la droite, là, qu'on va implanter à différents endroits de la ville pour avoir une cartographie d'îlot de chaleur urbain, plutôt en température d'air. On peut aussi faire des mesures mobiles, ce qu'on fait par exemple au CEREMA, avec des capteurs montés sur un véhicule, où on va faire des parcours de mesure pour caractériser la variation de température sur des transects dans la ville. Donc en général, on utilise ça pour faire des cartographies du urbain. Après, encore une fois, pour des problématiques espace public et matériaux, on peut utiliser la caméra thermique. Mais la caméra thermique est plutôt un outil pour caractériser du microclimat et pas de l'îlot de chaleur urbain. En bas à gauche, les aspects classification. Alors là, on est sur des méthodes peut-être un peu simplifiées, on n'a pas de la mesure physique, mais on va caractériser les différents quartiers à partir d'approches un peu récentes, alors qui datent d'une dizaine d'années dans la communauté scientifique, où on va cartographier la ville en zones géoclimatiques, donc qui ne sont pas des informations de température, etc., plutôt des informations de morphotype, donc vraiment liées à l'occupation du sol et à la densité bâtie, qui vont traduire la propension des quartiers à s'échauffer ou non. Voilà, donc c'est 4 grandes méthodes qui existent. Merci Julien. Donc, on va donner la parole à Céline pour la deuxième méthode diagnostique, l'analyse végétale, qui est plutôt diagnostique par rapport, en fin de compte, au cœur urbain de la ville. Oui, tout à fait. On vient en complément de ce que vient d'expliquer Julien. Il y a une synthèse des données macro, on va dire, tout ce qu'on peut voir depuis le ciel, et le travail de Biotope en accompagnement de ces technologies, c'est quand même d'aller sur le terrain pour faire des inventaires naturalistes, puisque la place du végétal en ville, même si on s'efforce depuis plusieurs années de rendre la ville plus propre, de minéraliser la ville, il y a quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour valoriser ces espaces. Alors ça concerne évidemment tout ce qui est espace à caractère naturel, les avenues avec les patrimoines arborés d'alignement. Souvent, c'est des choses que vous avez inventoriées dans le cadre des plans locaux, les PLU, les plans locaux d'urbanisme.
Il y a également les espaces verts, tous les espaces en friche qui peuvent apporter un intérêt puisqu'on peut avoir des espaces de refuge pour la nature en ville. Et sans oublier tout ce qui concerne les espaces privés, à travers les jardins, et petits espaces qui peuvent être à l'arrière, de résidences qui, eux, contribuent également à laisser une place, à la nature, en ville et c'est vraiment le regard du naturaliste en appui, du regard de l'urbaniste, et du climatologue qui vient en appui pour faire une analyse de l'existant. Merci Céline, on va passer à la slide suivante. Donc, il y a aussi, donc, on a vu les éléments très techniques, les éléments diagnostiques végétaux, et il y a bien sûr aussi l'approche sensible. Là, je vais laisser Adrien en dire un mot. Oui, approche sensible et pas des moindres. Donc, c'est un des derniers volets de l'analyse des îlots de chaleur dans l'espace urbain. Effectivement, il y a un volet très technique, mais on peut aussi se raccrocher sur ce que les usagers, les habitants, qui sont les premiers spécialistes de leur territoire, vivent au jour le jour. Donc, on peut analyser leurs usages. Effectivement, là, sur la droite, on voit des photos du parvis de la gare à Cavaillon, où il y a du mobilier urbain et qui n'est absolument pas utilisé parce que, effectivement, en plein soleil. Donc, ça, c'est des choses on peut arriver on peut répertorier ces tendances, disons, sur l'espace urbain, et également compléter avec des enquêtes auprès des usagers qui, effectivement, là, ont souvent beaucoup de choses à dire et que c'est important de faire peser dans ce diagnostic technique. Merci. On va passer donc avant peut-être une réaction de Sébastien Georgis, ce qu'on a vu et entendu jusqu'à présent, en une minute ou deux. Oui, je rajouterais, au nuage de mots, je rajouterais le mot culture. J'ai parlé Méditerranée tout à l'heure, et bon, on remercie, et les approches techniques et scientifiques sont bien précieuses pour objectiver un certain nombre de questions, mais on sait aussi que les cultures sont plus complexes, et vous parliez de l'approche sensible à l'instant, ça en fait partie, cette façon d'être au monde qui est différente. Il faut savoir que chez nous, par exemple, en Méditerranée, on a des formes urbaines où l'effet canyon, il est là, il est partout, et depuis toujours. Et je me permets de rappeler souvent qu'il n'y a pas un arbre sur la plage Jemaa El Fna à Marrakech. Voilà, il y a plusieurs façons de répondre, et chaque lieu, chaque région du monde a sa façon de répondre à ces choses-là. Il faut savoir que chez nous, en 2003, Avignon, Carpentras, Nîmes, on est sur la ligne de front, hein, des canicules, puisqu'on est à une centaine de kilomètres de la Méditerranée, donc on n'a plus l'effet de rafraîchissement de la Méditerranée, et on est les plus au sud. Et ben, il y a eu très peu de décès dans notre région. Pourquoi ? Parce que culturellement, on ferme ses fenêtres et ses volets le matin à 7 heures et on les ouvre le soir à 21 heures, et on a un type de bâti traversant qui fait qu'entre la rue très minérale et le cœur d'îlot végétal, et ben, l'air circule toute la nuit, mais on fait très attention à fermer ses fenêtres. Et puis, tu parlais de Philippe de chronotopie tout à l'heure. Voilà, chaque culture a aussi ses rythmes de vie. On le voit en Espagne, hein, voilà, on vous dépose à l'hôtel à 11h, à 1h, 13h quand on bosse là-bas, et puis on vient vous chercher à 17h et on bosse jusqu'à 11h du soir ou minuit. Voilà. Donc tout ça ajoute à la complexité de cette adaptation à cette question de l'îlot de chaleur urbain. Mais j'y reviendrai sur d'autres plans tout à l'heure. Il faut savoir que pour autant, il faudra qu'on s'adapte dans le sud comme ailleurs, puisque Avignon, par exemple, les modélisations à 2050 font qu'on aura le climat de Naples ou de Reggio de Calabre. Hein. Voilà. À Paris, je ne sais pas lequel vous aurez, mais peut-être celui d'Avignon. Donc, on est en termes de politique urbaine sur les deux volets, hein, réduire les émissions et s'adapter. Hein. Et on a fait, comme on l'a vu sur le slide, on a fait une carte satellitaire au niveau du Grand Avignon pour savoir où sont nos endroits les plus chauds et où sont les potentialités d'îlots de fraîcheur sur lesquels on travaille, et de façon à ce qu'il y en ait un à moins de 500 mètres de chaque habitant. Merci Sébastien pour ces remarques et ces propositions. On va passer à présent aux solutions à mettre en œuvre. Donc, je crois que c'est Adrien qui reprend la parole pour les solutions.
Et ensuite, Ouais, avec la complicité de Céline. de Céline. Ouais, donc pour les solutions, donc c'est comment est-ce qu'on va travailler l'espace urbain pour jouer, sur l'aspect microclimatique dont parlait Julien, et donc du coup sur le confort thermique des usagers. On a tendance à dire que, les solutions, elles doivent être fondées sur la nature, qu'elles vont interroger nos aménagements urbains et nos pratiques. Donc on retrouve cette idée donc de végétalisation, pour retrouver un état initial, ou naturel, du site, puisque l'îlot de chaleur urbain est principalement dû au fait de la présence de la ville, qui va interroger nos aménagements urbains, puisque ça va repenser la manière dont on va, en premier lieu minéraliser, puis également les formes urbaines qu'on va implanter à certains endroits, ou tout ce type d'éléments dont on va parler juste ensuite, et les pratiques, ce dont vient de parler Sébastien, effectivement, l'adaptation de nos usages vis-à-vis de cette chaleur. Donc je laisse Céline, aborder les premiers points sur la nature. Oui, alors idéalement pour, avoir un effet efficace, de enfin, ce qu'on a identifié en tout cas, c'est qu'il fait plus frais en forêt qu'en ville. Bon voilà, parce qu'il y a un effet, physique, qui est, l'évapotranspiration. Je reviens à des bases, initiales et en respirant et en relâchant de l'humidité, les arbres font baisser la température. C'est physique. Donc l'idée de trouver des solutions fondées sur la nature en ville, ça repose sur ce principe et ben, notre propos là, on voulait l'illustrer avec des expériences qui ont été menées sur certaines, communes, notamment la commune de Malmort, où on l'a dit tout à l'heure, il y a une approche sensible et donc il y a un travail qui a été fait avec, les riverains puisque la première question qui est à poser, c'est, comment les habitants vivent leur ville et surtout qu'est-ce qu'ils sont prêts à laisser comme place à la nature en ville? Il y a vraiment une question de rapport à la nature et donc là, c'est un exemple de travail qui avait été réalisé avec, Lombardini, le cabinet Lombardini sur, redessiner, le végétal, et quelle place on laisse au végétal, heu, au sein de la ville. Ils ont également fait des travaux sur la slide suivant avec, d'autres, espaces et là, l'idée, c'est bien de montrer que, il y a le végétal qui apporte une solution, mais il n'y a pas que le végétal. Adrien, il vient de l'expliciter, c'est que l'aménagement urbain, on voit qu'il y a des ombrières qui ont été proposées. Il vient aussi en appui, au végétal. C'est des solutions, complémentaires et ce qui est important sur, l'expérience de Malmort, c'est de montrer, de travailler en pluridisciplinarité. L'urbaniste travaille, en s'appuyant sur d'autres, sciences que sont l'écologie et la sociologie, pour, faire des aménagements qui sont, multiservices. Sur la slide suivante, peut-être qu'on s'en rend plus compte. Bon là, c'était l'idée de on peut y revenir, celle d'après s'il vous plaît? Ouais, voilà, où on voit que les solutions, ne répondent pas qu'à un seul usage. On est là pour, améliorer le cadre de vie, répondre à d'autres ambitions comme, gestion des eaux de pluie et des risques liés aussi au ruissellement. Ça rend, des services, aussi sur le cadre de vie. Donc le végétal, n'est pas que pour, répondre à une ambition climatique, il est là aussi pour répondre à d'autres services. Et juste sur la slide précédente, excusez-moi, on voit quand même que les contraintes sur la question de la végétalisation, elles sont fortes puisque, c'est minéral, il faut que le végétal puisse accéder à l'eau, aux nutriments, heu et trouver des solutions, c'est pas évident, tout en pensant aussi à la question des trames vertes et bleues puisqu'il n'est pas question d'introduire, des espèces à caractère, envahissant, exotique. Donc il y a une vraie réflexion aussi sur le choix des essences, notamment en zone, méditerranéenne, on peut avoir des essences, qui sont, avec des feuilles toute l'année, mais dans les zones plus au nord, on aura aussi, hiver-été, donc il faut réfléchir aussi à la saisonnalité, et la façon dont, les essences, vont s'implanter. Donc on trouve des astuces. On voit que là, c'est plutôt des espèces, de lianes ou
de grimpante, mais idéalement, pour qu'il y ait un vrai effet, de fraîcheur, de service apporté par l'arbre en ville, bah, voilà, il faut plutôt un arbre et un espace, continu avec une vraie canopée, pour qu'on retrouve, cet effet de fraîcheur, que peut apporter la forêt, heu, en ville. Donc il faut vraiment qu'il y ait un seuil qui soit, atteint pour qu'il y ait une vraie efficacité. Après, il y a la question du ressenti également, heu et donc ça, c'est un des compléments apportés avec les aménagements urbains. Adrien, si tu veux reprendre, la parole pour compléter cet aspect-là. Le On micro, t'entend pas, Adrien, on le t'entend micro. pas. J'ai pas de micro. Sur les aménagements urbains, on a catégorisé ça, sur, différentes, sujets de l'aménagement urbain. Donc là, premier sujet, en lien avec ce que disait Céline, effectivement, plutôt donc les revêtements de sol. Où, l'idée, c'est d'arriver à retrouver dans un premier temps, dans la mesure du possible également, de la perméabilité. Donc pour que les sols, puissent, jouer leur rôle de tampon, via l'évapotranspiration, le stockage de l'humidité, et cetera. Donc, pour ça, on a des solutions, voilà, donc, un peu hybrides, de type pavé enherbé et cetera. Il y a une solution aussi qu'on aime bien là, où en réutilisant le sol existant sur place, on laisse juste quelques bandes minérales pour, favoriser encore le cheminement, mais on a quand même déminéralisé, assez de manière assez importante. Donc ça, c'est vraiment la première idée, c'est sur les revêtements de sol, de déminéraliser, retrouver la perméabilité du sol, à la fois donc pour faire respirer le sol, et permettre d'infiltrer l'eau. 2e idée, c'est travailler sur la couleur des sols parce qu'effectivement, le fait que nos villes soient assez sombres, avec des revêtements, de type asphalte ou ce genre de choses, c'est un matériau qui est noir et le noir, enfin, vous avez dû le vivre, vous-même. C'est une couleur, qui va retenir, enfin, attirer le rayonnement solaire et retenir la chaleur donc dans le matériau. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur la couleur des matériaux de manière à réfléchir le rayonnement solaire avec des matériaux plus clairs, pour que le matériau ne monte pas en température. Et enfin, donc toujours, cette idée donc de désimperméabilisation, travailler des matériaux, plutôt alternatifs. Donc là, comme on la voit sur la photo en bas à droite, donc c'est une cour d'école où il y a de la pleine terre et en fait, pour éviter que la pleine terre soit piétinée et qu'elle ne joue plus ce rôle d'évapotranspirant, parce qu'elle est complètement tassée, ils ont mis par-dessus, des copeaux de bois donc pour éviter le tassement et donc ça maintient cet effet rafraîchissant. Donc on retrouve, cette idée donc déminéralisation, changement de couleur et protection du sol, sur les revêtements de sol. 2e sujet, la présence de l'eau, qui est fait à chaque fois, toutes ces solutions sont liées entre elles, hein, mais on a essayé de catégoriser ça. La présence de l'eau, sur l'espace public, il faut la valoriser et la rendre structurante, d'un point de vue des usages. Si possible, la rendre assez accessible et ludique, de manière à ce qu'elle joue son effet, rafraîchissant, qu'elle joue pleinement cet effet rafraîchissant. Il y a des modèles qui montrent effectivement que localement, la présence d'une fontaine va rafraîchir l'air ambiant. Ensuite, sur des solutions de brumisation, par exemple, c'est moins vérifié scientifiquement. Par contre, c'est du point de vue des usagers, la perception de la température est drastiquement, changée. Voilà sur l'eau. 3e donc catégorie, la notion donc de l'ombrage des surfaces, en ombrage artificiel, puisque la présence de la nature, outre l'aspect, évapotranspirant, c'est aussi qu'elle peut amener de l'ombre, et couvrir un petit peu ces matériaux qui ont tendance à monter en température, comme l'a dit Céline et il y a d'autres manières de couvrir ces matériaux. Quand c'est pas possible de planter comme sur la photo, qu'on voit en bas, à Cavaillon, c'est une place qui est sur, une dalle de parking, donc on peut pas planter d'arbres. Donc là, ce qui est intéressant de voir sur cette photo, c'est que c'est les bâtiments en eux-mêmes, qui jouent cet aspect de masque pour la place et là, on voit, il était 16 heures quand on est passé, et le bâtiment de gauche faisait complètement écran sur la place, et donc on peut retrouver un usage, de cheminement.
Sinon, il y a quand même assez d'autres, donc ça, c'est les ombrages liés à la morphologie urbaine, mais il y a d'autres types d'ombrages, divers et variés, liés à des toiles tendues, qui peuvent être implantés sur l'espace public, comme, voilà, des éléments, un peu d'esthétique. Sur les bâtiments, des casquettes, où là, on voit vraiment l'intérêt, sur une façade sud, d'ombrage sur les fenêtres. Et aussi, d'autres projets qui fleurissent un petit peu en ce moment, des ombrages artistiques, et qui permettent également de jouer un petit peu sur la concertation, la sensibilisation, et cetera. Et enfin, dernier sujet, qui est beaucoup plus difficile à appréhender, donc l'aérolique urbaine, donc en fait, la manière dont s'écoulent les vents dans la ville. C'est un sujet qu'on va pouvoir, anticiper sur des nouveaux quartiers, quand on construit. On va pouvoir modéliser, via des modélisations de mécanique des fluides, l'écoulement des vents autour des bâtiments, et on va pouvoir, par exemple, anticiper que telle rue ne sera pas assez, ventilée, ou qu'une autre le sera trop, par exemple, et qu'on aura un inconfort de l'usager. La forme du bâtiment, donc j'en parlais juste avant, elle peut aussi jouer effectivement sur la manière, dont on va ombrager les sites. Donc c'est 2 paramètres à prendre en compte, et ça, c'est plutôt des choses qui sont difficiles à appréhender. Il faut des grosses modélisations, et c'est plutôt sur donc des quartiers en extension urbaine, comme je l'ai dit. Rapidement, donc pour vous montrer un peu comment toutes ces solutions peuvent s'assembler entre elles, j'ai pris l'exemple de la ville méditerranéenne. Décidément, ce matin, on n'est pas très original. La ville méditerranéenne, c'est une forme urbaine qui est assez résiliente à la chaleur, puisque c'est quand même des milliers d'années d'évolution de cette forme urbaine. Bon, en premier lieu, parce qu'elle a une forme urbaine qui est sur des rues assez étroites et sinueuses, qui ne sont pas orientées selon les chemins d'exposition du soleil. Donc, ce qui va faire qu'on va avoir des fonds de rue qui vont être assez peu ou très peu exposés en fonction de la journée. On met à côté de ça le fait que ce sont des villes qui sont très minérales, le fait qu'elles ne soient pas, très exposées en fonction de la journée, ça va permettre aux matériaux de ne pas monter en température, énormément. On complète ça également avec le fait qu'il y a certains endroits où ils ont réussi à maintenir, un petit peu de végétation et de fontaines, de fontaines. Et effectivement, je reviens à ce que disait Sébastien tout à l'heure sur la question des usages. C'est des villes qui sont habituées à gérer ce type de problématique. Donc il en résulte en fait que même si c'est des villes qui sont très minérales, la forme urbaine fait qu'on va recenser cet effet d'îlot de chaleur urbain, puisqu'effectivement, pendant la nuit, il va faire beaucoup plus chaud dans la ville qu'à l'extérieur. Mais par contre, en pleine journée, on ne montrera pas des températures extrêmes. Et c'est peut-être ça qui fait l'aspect résilient de cette forme urbaine. Et donc effectivement, dernier sujet que je voulais aborder en termes de solutions, qui est les usages. Et donc travailler la question des usages, en fait, ça revient à re-questionner l'attractivité des espaces. Et donc effectivement, en proposant des ombrages artistiques ou éphémères, en re-questionnant les usages de la voirie, en laissant la part de piétons, par exemple, sur quelques heures de la journée où elles sont les plus fraîches, etc. On redonne en fin de compte de l'attractivité à certains sites. Et donc c'est un effet qui peut être levier pour les communes. Voilà, pour moi. Et donc effectivement, ce petit diagramme qui recense les types de solutions qu'on vient de vous présenter avec Céline. Donc c'est végétation, revêtement de sol, ombrage, aérolique et forme urbaine, et présence de l'eau. On va retrouver donc Sébastien en tant que grand témoin adjoint au maire d'Avignon qui nous apporter en fin de compte son témoignage vécu. Oui, merci. Oui, on sait qu'on a, en plus avec les objectifs du zéro artificialisation nette, de toute façon, nous allons travailler sur la ville existante. Les extensions ZAC et lotissements sur les zones agricoles vont se réduire. Donc, on va travailler avec des formes urbaines qui sont déjà là. Il va falloir certainement adapter.
Et là aussi, c'est l'enseignement culturel, et tu en parlais tout à l'heure, hein, sur les cultures de chaque lieu, chaque région, et aussi sur certaines complexités. Je parlais du laboratoire ABC de Marseille tout à l'heure. Dans le laboratoire, j'avais appris que les arbres font un effet de serre et que le rayonnement vers le zéro absolu de l'univers, quand il y a des arbres, il ne marche pas la nuit. Parce qu'il empêche ce rayonnement vers le zéro absolu, même si l'arbre fait de l'ombre dans la journée. Donc, on est dans des complexités, et le travail qui a été fait sur Carpentras, hein, qui a été cité tout à l'heure, sur la grande place de Carpentras, eh ben, la nuit, les appareils de mesure qui ont été mis montrent que la nuit, ça se rafraîchit plus sur la partie de la place où il n'y a pas d'arbres que sur la partie de la place où il y a les arbres. Même si ça, voilà. Et donc, on est dans des complexités intéressantes. Pour autant, il faut que sur l'existant des villes, et ce sera notre principal chantier, de travailler sur les villes existantes dans les prochaines années, il y a toute une série de choses à faire qu'Avignon, nous avons mis en œuvre avec toute une politique d'îlots de fraîcheur. Il faut que chacun à 500 mètres puisse avoir en pleine journée, la nuit ça va, en pleine journée son îlot de fraîcheur. Ça veut dire travailler sur les parcs, les squares existants pour les rendre plus opérationnel de ce cours-là, sur les cours d'école, une charte de l'arbre que nous avons votée en conseil municipal et dont un certain nombre de choses vont être intégrées à notre révision de plan local d'urbanisme, dans lequel il y a des coefficients de biodiversité sur chaque parcelle, on sait l'effet que ça peut avoir. La notion, vous l'avez évoqué, de ville perméable, hein, si le sol, l'eau y pénètre, eh ben, l'évapotranspiration à travers ce sol perméable va être plus efficace. On parlait de l'albédo. J'ai toujours en tête que Rome, ce sont des pavés noirs. Voilà, parce qu'ils viennent des. Voilà, c'est un volcan qui n'est pas loin. Mais ils sont posés au sable. Ce sont des milliers de mètres carrés noirs. Si Alger est blanche, Toulouse est rouge. Et elle sera toujours rouge. Donc, attention à croiser toujours les cultures, les lieux, les proximités avec les données scientifiques et techniques. Si on peint toutes les rues du monde en blanc et toutes les façades du monde en blanc, alors peut-être que c'est bien parce qu'on aura pu apprendre l'avion, mais c'est dommage, quoi. Merci. Il nous reste une séquence avant je resterai la parole à Nadège pour la partie conclusion. On va retrouver Julien pour nous présenter un peu avec qui travailler et quels sont les appuis opérationnels que l'on peut solliciter quand on est dans une collectivité territoriale. Oui, alors c'est vrai que bon, bah, voilà, on vous présente très rapidement tous ce sujet qui nous parle, mais on voit qu'il y a quand même certaines complexités. Donc le message que j'ai, c'est, alors pas forcément le avec qui pour l'instant, mais voilà, s'intéresser au sujet et passer à l'action sur l'adaptation aux îlots de chaleur urbains, ça nécessite quand même de bien préparer le terrain au niveau de sa collectivité déjà. Là, on a vu ces dernières années pas mal d'appels d'offres qui sont sortis un peu partout, qui sont un petit peu inégaux, etc. Et on voit que voilà, il n'y a pas eu forcément un travail préparatoire. Donc, je vous invite vraiment à vraiment réfléchir au sujet d'une manière très transversale, puisque pour moi, c'est un sujet interservice. Donc, déjà, en interne des collectivités, il y a quand même pas mal de travail à faire entre les services espaces verts, les services voirie, les services aménagement, pour vraiment réfléchir voilà, à ce qu'on veut faire, quelle est notre question, est-ce qu'on veut vraiment avoir une overview de l'îlot de chaleur urbain sur toute la collectivité? Est-ce qu'on a déjà un projet de quartier à aménager? Quelle est la question? Et du coup, à quelle échelle on doit travailler? Parce qu'on a bien vu qu'il y a des imbrications d'échelles, de phénomènes, des complexités d'aspects antagonistes jour-nuit par rapport à certains aménagements. Donc voilà, vraiment réfléchir à la question. Et après, ben voilà, pour travailler sur ce sujet, il y a quand même pas mal d'établissements publics qui travaillent dessus. Donc voilà, le CEREMA parmi d'autres, Météo France. Il y a des labos universitaires spécialistes du sujet qui font aussi un peu d'opérationnel implantés maintenant sur pas mal de territoires en France. Et puis après, il y a évidemment les bureaux d'études comme Biotope et pas mal de bureaux d'études spécialistes du sujet. Mais vraiment, voilà, avant de passer à la phase action, vraiment penser à la phase accompagnement et voilà, comment décliner une démarche pour l'atténuation des îlots de chaleur urbains sur son territoire. Donc après, oui, juste par rapport à cette slide,
là, je parlais de l'accompagnement technique, mais il y a aussi éventuellement des dispositifs qui permettent d'accompagner financièrement des projets autour de l'atténuation locale des îlots de chaleur urbains, notamment l'ADEME, des appels à projets qui peuvent exister au niveau de la Banque des territoires, l'AFB, des agences de l'eau aussi. On parlait de co-bénéfices de solutions fondées sur la nature et de la végétation. Et je sais que l'agence de l'eau finance des projets autour justement de ces solutions fondées sur la nature, et pour la gestion de l'eau, et pour la gestion du climat, et pour la gestion de la ressource sol, etc. Donc, il faut vraiment voir ça de manière transversale. C'est un peu mon message. Merci. Donc, je vais laisser la parole à Nadège pour la partie conclusion. Et Nadège, on a une question aussi dans le chat. Eh bien, très bien. Donc, prenons la question, Philippe. La question, y a-t-il pas paradoxalement plus d'enjeux d'adaptation pour les villes de l'Ouest et du Nord de la France, peu habituées à ces phénomènes, que les villes du Sud, en fait? Voilà. Donc, est-ce que la ville du Nord va plus souffrir que la ville du Sud dans le cadre du réchauffement climatique? Parce que la ville du Sud, En 2 phrases. en 2 phrases. Donc, peut-être Sébastien peut répondre. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, la chaleur, on est né dedans, quoi. Donc, ce n'est pas un problème. Et je parlais de 2003 tout à l'heure sur les canicules. Ça n'a pas été très grave chez nous. Voilà, parce que, et ça n'a pas été grave à Marrakech. Voilà, donc non seulement parce que les formes urbaines, les matériaux, et ce n'est pas le végétal qui nous rend service là, hein. Il n'y a pas de végétal chez nous. Hein. À Naples, on doit être à 3 mètres carrés d'espace vert par habitant, quand l'OMS nous dit qu'il en faut 10 et qu'il y en a presque 100 à Göteborg. Hein, voilà. Donc, il faut pas. Voilà, mais, alors, je ne sais plus quelle était la question, Philippe, mais voilà, la ville méditerranéenne, comme toutes les villes du monde, apportent leurs propres solutions dans les modes de vie, dans les cultures et dans les savoir-faire et les formes urbaines et le type de bâti qui répondent à cela. Voilà. C'est pour ça que je suis assez prudent vis-à-vis des approches strictement techniques et scientifiques qui sont bien précieuses et qui sont bien utiles et dont on se sert beaucoup par ailleurs. Voilà. Merci, Sébastien. Alors moi, je retiendrai 2 mots finalement de vos interventions respectives. D'une part, la pluridisciplinarité, qui est extrêmement importante, puisque c'est la diversité des approches qui en fait la richesse et la consistance. Et puis, je retiendrai également le mot chronotopie, qui est peut-être notre mot du jour, et qui concerne l'adaptation de son emploi du temps et des usages que l'on peut faire des différents lieux de la ville au temps et au lieu. Voilà, donc on s'adapte effectivement, comme on le disait tout à l'heure, au temps et au lieu. Voilà, donc notre atelier est extrêmement riche. Il nous a permis déjà de définir la notion d'îlot de chaleur urbain comme un écart de température entre ville et périphérie. Il nous a permis également de dégager 5 causes potentielles des îlots de chaleur urbain, de définir également les différents types de diagnostics que l'on peut poser entre la télédétection, la modélisation, en passant par l'analyse végétale et par des outils de mesure, et puis de poser également des solutions, alors avec un essai là également de schémas dont vous pourrez disposer, donc des solutions qui passent par la nature, le travail sur le revêtement des sols, l'eau, l'ombrage et puis l'aménagement avec cette notion d'aérolique urbaine. Voilà, à partir de là, moi je propose que Philippe nous montre le nuage de mots et donc l'évolution de la conception que vous vous faites des îlots de chaleur urbains. On y va. Donc voilà, donc en fait, l'îlot de chaleur urbain, on a vu quand même que le mot culture reste majoritaire, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur la culture du lieu, l'histoire du lieu, et ça veut dire aussi travailler sur la chronotopie, puisque là, en fin de compte, c'est culturel, la chronotopie, comme disait Sébastien, ça veut dire qu'une ville du Sud n'a pas la même chronotopie qu'une ville du Nord, et peut-être que la ville du Nord a plus de mal à s'adapter, en fin de compte, à un nouveau rythme de vie. On voit le mot nuit aussi qui est revenu, qui reprend bien les propos de Julien, qui démystifie le fait que l'îlot de chaleur urbain, il est présent la nuit. À Toulouse, on le sait bien, vu que la brique absorbe énormément de chaleur, la nuit la restitue, donc on est tout à fait conscient de ça quand on est sur Toulouse. Et en plus, là, on trouve les mots approche sensible, complexité, spécificité locale et enjeux de santé publique. Céline l'a évoqué, il faut penser quand même qu'il y a une notion de risque et de danger. Le changement climatique, c'est l'adaptation, c'est aussi lutter contre les risques.
ça veut dire des risques canicules, des risques inondations, des risques tout ça, ça veut dire résilience aussi. Donc, en synthèse, il faut que l'adaptation rende la ville résiliente. Et aussi, une chose importante, on en parlait, le zéro artificialisation nette va modifier profondément le développement urbain. On va reconstruire plus facilement la ville sur la ville. Et donc, ça veut dire apprendre à adapter la ville à un nouveau climat, à de nouveaux usages dans le temps. Et je vais reciter le mot chronotopie, il me semble aussi le mot du jour qui rime avec culture. Voilà, donc merci voilà, à tous. culture, résilience. Alors, on va se quitter aujourd'hui, mais pour mieux nous retrouver, le 29 avril, on vous donne rendez-vous à la même heure. Alors, l'idée, c'est d'avoir un atelier sur une durée d'1 heure, sur un format court qui est compatible avec une activité professionnelle. Donc, on se donne rendez-vous le 29 avril autour de l'enjeu de la rénovation thermique, ce qui va nous permettre d'appréhender là également les modalités de diagnostic et puis les solutions que l'on peut apporter. Et puis, bien entendu, on aura d'autres séquences sur l'hydrogène et sur toutes les thématiques qui pourront vous intéresser. Voilà, notre atelier se termine. Nous espérons que vous avez pu en tirer des éléments utiles pour vos métiers. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Et vous souhaitons en attendant une excellente journée, une excellente semaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre participation. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.